Sud Midi. Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Et Sud Midi, voici les titres. Covid-19, le rythme de la propagation ne ralentit pas. 119 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire, essentiellement à Dakar et puis à Kaolack, Touba et Richard Toll. 20 cas graves sont actuellement pris en charge. Pas de travail ce matin au palais de justice de Thiès. Un mouvement d'avertissement lancé par le SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, qui dénonce les lenteurs dans le suivi des accords. Construction et occupation anarchique du littoral. Le président Macky Sall annonce hier un plan d'aménagement durable sans convaincre. Les textes et réglementations existent déjà mais ne sont jamais respectés. La dégradation du littoral est alarmante et la mobilisation se généralise pour préserver ce bien commun. Plusieurs réactions à suivre. Et puis, vous entendrez plus largement Mokhtar Ba, président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Il sera notre invité. Attaque dans le nord de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso cette nuit. Une dizaine de morts et des disparus dans les rangs des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Le bilan est encore provisoire. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Hassan Kouné sur la mise en onde de cette édition qui nous mène directement à Thiès où le SYTJUST a observé un arrêt temporaire de travail au palais de justice de Thiès. Le syndicat des travailleurs de la justice dénonce ainsi les lenteurs notées dans le suivi des accords déjà signés. Ce mouvement est un avertissement, Babacar Ndao. Vous l'avez dit, le fonctionnement a connu ce matin quelques perturbations au niveau des juridictions de Thiès, aussi bien au niveau du tribunal d'instance qu'au niveau du tribunal de grande instance. Une trentaine de minutes d'arrêt de travail, 10h30, 11h à l'appel du SYTJUST qui s'insurge contre les lenteurs notées dans la mise en œuvre des accords signés avec l'État il y a de cela quelques années. Des questions statutaires, à incidence sur la carrière des travailleurs de la justice. Fini le délai de grâce pour le garde des Sceaux, martèle les membres de la section de base du SYTJUST Thiès. Les camarades de Maître Bounaya Diop à Thiès disent n'écarter aucune piste légale pour entrer dans leurs droits. Le travail donc a repris tout à l'heure pour justement dire que ces travailleurs ont sonné l'alerte en guise d'avertissement adressé au garde des Sceaux, puisque, estime-t-il, le chef de l'État a déjà donné des instructions et il appartient au garde des Sceaux de les matérialiser. Babacar Ndao, Thiès pour Sud-FM. Merci beaucoup, Babacar Ndao. Arrêt temporaire de travail au palais de justice de Thiès ce matin à l'appel du SYTJUST qui dénonce ainsi les lenteurs notées dans le suivi des accords déjà signés avec le gouvernement. Le chef de l'État qui annonce un vaste plan d'aménagement du littoral. Cela fait suite au scandale foncier sur le littoral de Dakar. Le chef de l'État a annoncé ce plan hier à l'issue du Conseil des ministres. Des réactions ce matin. Le président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, par ailleurs président de Pacte Nouveau Monde, se réjouit de cette annonce. Il estime que le combat concerne tous les acteurs, citoyens, politiques, entre autres. Il faut défendre le littoral, ce bien commun, explique Mokhtar Ba, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Ce qui surgit depuis quelques jours ouvre une voie d'espérance. Tout le monde bouge. Les citoyens ont bougé, les politiques même bougent, et l'exécutif bouge. Et c'est excellent qu'il y ait une réactivité automatique. Que des ministres aillent visiter le littoral, comme le président l'avait fait lui-même, pour se rendre compte de la situation. Tout le monde a reconnu que nous sommes à un niveau de dépossession publique très avancé. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de l'irréversible. C'est que ce qui reste en termes d'espace sur ce littoral, mais quand on le regarde, on a même froid dans le dos. Probablement 90% c'est construit. Construit sur de l'enrichissement sans cause, construit sur tout ce que l'on veut, quoi. L'utilité publique a été absente sur tout cela. Donc que le président, dans le cadre d'un conseil des ministres, en prenne conscience et fait écho à tout ce que nous avons fait et tout ce que nous disons, eh bien c'est excellent. Le débat est posé. Donc nous qui avions fait des propositions, 8 mesures que nous avons proposées au gouvernement, nous sommes entendus. Parce que nous avons parlé de politique nationale d'aménagement. Il fait une proposition d'aménagement, c'est notre 5e mesure. Et évidemment, maintenant, le débat, il est posé. On peut proposer telle chose. Nous pouvons avoir une proposition complémentaire ou une valeur ajoutée. On peut mettre telle ou telle chose là-dessus. Quoique c'est un débat incroyable. Aujourd'hui, il faut voir ce littoral-là économiquement.
de ce que cela va nous rapporter de rectifier. Des gens se sont enrichis aujourd'hui, c'est leur poche. Les générations futures doivent pouvoir s'enrichir de la rectification. Et c'est pourquoi on a théorisé la destruction créatrice, etc. Vous venez de suivre la réaction de Maktarba, président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Il sera tout à l'heure notre invité. Le chef de l'État, on le rappelle, a annoncé la mise en œuvre du plan global d'aménagement durable et de valorisation du littoral national ainsi que l'application des textes. Le Abdou Sané, président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes, n'est pas convaincu par cette annonce du chef de l'État. Le géographe environnementaliste estime que l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre un terme aux constructions anarchiques, une menace réelle pour le bien commun. Abdou Sané, interrogé par Habsé Limanouane. Lorsqu'on entend le chef de l'État le dire, on ne peut que s'en réjouir, puisque au-delà même du code de l'urbanisme et du code de la construction, il faut y ajouter le code de l'environnement, il faut y ajouter le code forestier, il faut y ajouter également le code de la pêche et il faut y ajouter aussi le code minier. Donc, c'est une approche globale, intégrée, qui permet aujourd'hui de sauvegarder et de valoriser le littoral. Donc là, c'est une annonce. Mais nous dépassons l'annonce. Parce que l'annonce est née à partir du Conseil des ministres d'hier. Or, l'histoire du littoral n'a pas commencé hier. Le chef de l'État, il est bon de le rappeler, avant son accession à la présidence de la République, avait promis de faire du littoral son propre combat. Or, ce qui se passe aujourd'hui est alarmant. L'opinion internationale est en train de se moquer du Sénégal. Et c'est à un moment où même nous sommes en train de pleurer, de nous lamenter par rapport à l'avenir et aux risques auxquels nous sommes exposés par rapport à la dégradation de ce littoral. Et c'est dans ce contexte que l'opinion se réveille un jour pour voir que ce sont même les institutions de la République qui sont en train de procéder à la destruction de ce que nous avons de plus précieux pour un pays côtier. Donc, je crois que c'est un simple détail. Et il attend d'abord lui-même de lever à travers un décret et de déclasser des zones qui n'étaient pas indiquées en termes d'occupation pour enfin annoncer, comme il a l'habitude de le faire, de nouvelles initiatives. Moi, je n'y crois absolument pas. Et au moment où nous parlons, pas d'arbitraire. Le vrai combat, c'est de remettre en question toutes ces constructions anarchiques qui sont en train d'être mises en œuvre par un certain nombre de personnes que l'on peut assimiler à des délinquants, puisque après tout, le littoral est une ressource comme les deniers publics. Le littoral est une ressource qui nous appartient à nous tous et nous avons donc le droit d'exiger la restitution de cette ressource au profit exclusif des populations. Abdou Sané, président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes. La gouvernance foncière, un véritable problème au Sénégal, des difficultés qui résultent de la non-application des textes pour le forum civil. Il est temps que l'État applique les principes de bonne gouvernance foncière. Abdou Aziz Diop, coordonnateur adjoint du forum civil, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Ce n'est pas du nouveau sous les tropiques, parce que les textes existent, mais l'État n'a fait rappeler les principes. Les principes existent, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a vu que la gestion du foncier au Sénégal a toujours créé des problèmes. Là, dans d'autres pays où on a d'autres types de conflits, comme le tribalisme, comme les guerres civiles, au Sénégal, ce qui risque de se produire, surtout en termes de conflits, c'est surtout par rapport au foncier, si on y prend garde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avions une loi sur le domaine national. Cette loi est obsolète. Cette loi qui date de 1964. Le chef de l'État avait mis en place une commission nationale de réforme foncière, dirigée par le professeur Souran. Cette commission a travaillé, cette commission a déposé ses conclusions. C'est un document de politique foncière qui devrait être traduit du moins en loi sur le foncier. Mais malheureusement, les conclusions sont restées lettres mortes. Même si c'est un document peut toujours être amélioré. Mais quelle est la suite qui a été donnée à cette conclusion de cette commission composée du professeur Souran, d'éminents spécialistes comme le professeur Abdoulaye? Donc c'est la cause problème. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Sénégal, c'est que la gouvernance foncière, autant au niveau central qu'au niveau local, pose problème parce qu'il y a surtout un problème de malgouvernance, un problème d'inapplication des textes par ce qui me réussit. Et la réalité se traduit aujourd'hui. Par exemple, ce qui se passe au littoral, c'est ce qui se passe ailleurs, dans d'autres régions. Nous avons vu avec l'agrobusiness, nous avons vu aujourd'hui avec l'exploitation minière aujourd'hui dans la zone des Niayes. Donc, il y a autant de problèmes. Donc, il est temps aujourd'hui que l'État prenne les choses à bras le corps pour éviter que le pire s'installe. Et le pire, c'est des conflits qui peuvent nous faire vraiment à des situations vraiment inacceptables et qui ne seront pas
l'intérêt, qui ne garantiront pas la stabilité du pays. Parce qu'au moins, nous avions la chance d'avoir un pays très stable. Mais malheureusement, avec cette crise foncière qui commence aujourd'hui à perdurer, cela pose problème. Donc je pense qu'il n'y a pas mille chemins. Il ne s'agit pas de rappeler les textes, il s'agit d'appliquer les textes dans toute sa rigueur, d'appliquer les principes de bonne gouvernance foncière, dont je vais en citer quelques-uns, le principe de participation, le principe d'équité, le principe de transparence et le principe de redevabilité. Abdouaziz Diop, coordinateur adjoint du Forum civil, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Parlons de la reprise des enseignements pour les classes d'examen. Une nouvelle date sera bientôt proposée. Le comité interministériel est à pied d'œuvre. Cette date sera choisie après la période d'incubation de 14 jours pour vérifier l'état sérologique des enseignants qui ont effectué des déplacements. Des corrections seront également apportées par rapport à la disponibilité du matériel, explique Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la formation, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. On l'écoute. Le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire le point et d'apporter des corrections. Le ministère de l'Éducation nationale, Moutala, avait déjà demandé à tous les inspecteurs d'académie de lui envoyer des données, de lui remonter les données du matériel déjà déposé dans les écoles. Et s'il y a des manquements, les pointer, puisque ici et là, on a dit que du matériel manqué ou du matériel n'est pas parvenu à l'école. Donc, nous sommes en train de corriger tout cela. En même temps, le comité interministériel, composé de 14 départements, est à pied d'œuvre pour retenir une date et la présenter à nouveau au chef de l'État pour validation. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Évidemment, quand les enseignants qui se sont déplacés à l'intérieur du pays ou qui sont venus vers Dakar auront fait 14 jours, on saura qu'est-ce qui a développé la maladie ou non. Donc c'est juste un temps d'incubation pour voir également ces enseignants-là. C'est dire que bientôt une date sera proposée au chef de l'État et les cours, Inch'Allah, pourront reprendre. Bientôt, une nouvelle date pour la reprise des enseignements et apprentissages pour les élèves en classe d'examen. En attendant, la propagation de la maladie ne faiblit pas. 119 nouvelles contaminations enregistrées ce 11 juin, dont 17 issues de la transmission communautaire, essentiellement à Dakar, puis à Touba, Kaolack et Richard Toll. 20 cas graves sont pris en charge, 1709 patients sous traitement sur 4759 cas au total. La directrice générale de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, fait le point, on l'écoute. Ce jeudi 11 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 102 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Plateau 2, Maris 1, Golfe Sud 1, Wakinan 1, Anne 1, Diamniadio 1, Grand-Yoff 2, Parcelles Assainies 1, Hariala 1, Fass Mbao 1, Anne Maris 1, HLM Nimzat 1, Kaolack 1, Richard Toll 1 et Touba 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4759 cas ont été déclarés positifs, dont 2994 guéris, 55 décédés et donc 1709 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exerce les populations à respecter au sein de nos communautés les mesures de prévention collective et individuelle. Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé, qui faisait le point quotidien de la pandémie. Les acteurs du secteur du transport routier tentent de respecter les mesures consignes, les mesures barrières. C'est le cas au niveau de la gare routière des Beaux Maraîchers à l'entrée de Pékin. Un régulateur veille. La police assiste également les chauffeurs pour le respect strict, notamment du port du masque et le lavage des mains. Khalifa Gueye, responsable de l'exploitation de la gare routière des Beaux Maraîchers, joint par Aïssatou Gueiba.
Bon, les difficultés majeures, c'était au début, avec la première journée de l'ouverture, avec le manque de véhicules. Mais c'était normal quand même. C'était le dimanche de 5h30 à 9h. Bon, il y avait un problème de véhicules. Mais tout a été réglé facilement, donc nous n'avons plus de problème. Oui. Les voyageurs respectent les consignes obligatoirement parce qu'avec ça, bon, nous agissons directement. Bon, nous avons la police à nos côtés. Bon, chaque porte, il y a un policier et des régulateurs qui veillent sur ça. Donc, quand tu rentres, tu viens, tu laves tes mains. Nous avons aussi des bouteilles de gel. Tu tapes et tu sors. Pour les technoflash, il y a la police qui veille. Donc, il n'y a pas de résistance pour le moment. Les manifestants aussi, nous avons sélectionné des régulateurs qui sont assis au niveau des quais. Chaque client voyageur qui vient, qui dit je vais à Touba, je vais à Thiès ou je vais telle place, tu trouves le régulateur, tu remplis. Il te fait remplir ton nom et ton prénom. Maintenant, quand vous rentrez dans le véhicule, le chauffeur vous reçoit, vous êtes 7, le régulateur contrôle, si c'est OK, il vise ton bon et tu vas à la caisse pour sortir. Donc, il n'y a aucun problème pour les manifestes. Parce que les manifestes, nous l'avons débuté, ça fait des années, avec le problème de la maladie Ebola. C'est en ce moment que nous l'avons commencé avec les véhicules de Guinée, Linkering et Diaoubé. Donc, nos régulateurs maîtrisent bien les manifestes. Vous venez de suivre le point avec Khalif Gueye, responsable de l'exploitation de la gare routière des Beaux-Maraîchers concernant le respect des consignes sanitaires pour éviter la propagation du virus au niveau des moyens de transport. Rappelons que le transport a repris depuis dimanche. Le transport interurbain qui a été interdit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. La pandémie qui a fini d'étouffer le secteur de l'événementiel. Plus aucune activité depuis 3 mois. Les petites et moyennes entreprises sont à l'arrêt et les pertes inestimables. Un reportage de Adi Fatou Paris. L'événementiel, un secteur qui subit directement les affres du coronavirus. Il y a le Magal de Kazuradia, le pèlerinage de Popenguine, la plaine des Layènes. Il y a énormément de pertes. Gana Diop évolue dans le secteur depuis 7 bonnes années. À la tête d'une petite entreprise composée d'une dizaine de personnes, il passe aujourd'hui ses journées à se tourner les pouces et à compter les jours passés. Dans son local situé à Pikine, chaises, bâches, matériel de sonorisation, tous sont recouverts de poussière, signe de leur longue immobilisation. Avec un brin d'ironie, le chef d'entreprise narre leur galère actuelle. Depuis le 2 mars, nos locaux sont fermés. À force de respirer cet air, nous risquons d'être enrhumés. La raison à cette situation de léthargie dans laquelle lui et ses amis se trouvent est due à l'absence de commandes suite à l'annulation de tout type d'événements rassemblant du monde, une mesure imposée par les autorités pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. C'est à travers les activités rassemblant du monde que nous faisions de bonnes affaires, mais maintenant, on ne reçoit même plus de location. Voilà 3 longs mois que ceci dure et les pertes se comptent par milliards. Non sans oublier les salaires qui ne tombent plus. C'est très difficile puisque beaucoup de nos employés sont des soutiens de famille. Nos pertes sont évaluées dans les environs de 2,5 milliards, voire même plus. À la tête de l'Union nationale des entreprises événementielles du Sénégal qui regroupe en son sein près de 150 personnes, Gana Diop et ses amis ne perdent pas espoir de voir très bientôt le bout du tunnel et de sortir enfin la tête de l'eau. Adi Fatou Barry, puis point de presse du président du comité de pilotage de force Covid-19 pour faire le point des activités déjà menées. Babacar Sam, bonjour. Oui, bonjour Adia. Plusieurs questions ont été évoquées. Voilà, évidemment, vous l'avez tantôt dit, le président du comité de suivi de force Covid-19 qui fait face à la presse ici au building administratif pour faire le point de ses activités à l'opinion nationale et internationale. Le bilan en termes de chiffres, il faut retenir donc 69 milliards destinés à l'aide alimentaire. Plusieurs régions du pays ont déjà reçu leur kit, presque à 100%.
Dakar reste le problème. Tous les ménages qui se sont donc inscrits sur les listes devront en bénéficier. Mais il faut retenir également que 100 000 ménages ont déjà été donc rajoutés à la liste des 1 million de ménages pour combler le gap selon le général. Des questions qui ont été soulevées, il faut retenir donc les perdium. Selon le général, il n'y a pas été question de perdium dans le comité. Le général qui tient à préciser qu'il n'y a pas donc de militaires dans le comité. Leur présence notée, c'est pour garantir la transparence et ils sont présents également en tant que conseillers avec peu d'humour caustique, on peut dire. Le général affirme que cette information, s'agissant également donc du perdium, est à verser dans la corbeille des fake news, selon le général qui dirige le comité de pilotage du force Covid-19. Concernant les actions, il y a des visites de terrain effectuées dans cette région du Sénégal, des visites qui se poursuivent la semaine prochaine, des visites qui vont donc alimenter le tableau de bord pour une exécution efficace de la mission qui est assignée aux forces Covid-19. Un numéro vert est déjà sera disponible. Un numéro WhatsApp également disponible, 77 333 pour préciser 0075. Un rapport mensuel des opérations sera effectué. Donc, il faut également relever que des manquements ont été notés, mais selon le général, il y a des leçons à tirer donc de ces manquements et dans l'avenir, il faut y remédier. C'est ce qu'on peut retenir pour le moment de ce face-à-face du général et président du comité de pilotage du force Covid-19 avec la presse Adjaïste. Beaucoup Babacar Samb, le président du comité de pilotage du force Covid-19 qui fait face à la presse pour faire le point des activités. Plusieurs autres questions ont également été abordées. Puis procès Lamine Diack, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, auditionné depuis ce matin dans le cadre de la corruption à l'I2AF. Nous y reviendrons avec plus de précisions. Reprise progressive des championnats en Europe après l'Allemagne, c'est au tour de l'Espagne aujourd'hui, une reprise qui occasionne une réelle satisfaction pour les amateurs de football, même si les stades sont vides. C'est un reportage de Josette Kali. Après une longue trêve due au coronavirus, la Liga emboîte le pas à la Bundesliga. Le football reprend ainsi petit à petit ses droits au grand bonheur de ces férus du ballon rond qui n'espéraient pas mieux. On est très contents. C'est un salut que je fais, un hurrah aussi de cœur parce que ça nous manquait énormément. Nous sommes très ravis de pouvoir suivre les championnats européens. Avec la crise instaurée par le coronavirus. Donc je dirais que c'est une bonne chose. Je tire mon chapeau aux autorités du football mondial parce qu'ils ont eu le courage, malgré la maladie, de continuer à nous donner notre amour qui est le football. Même si en Espagne le titre n'est pas encore acquis, ses supporters se désolent déjà de l'ambiance qui sera tout autre avec ces rencontres à huis clos. C'est vrai que ce ne sera pas pareil, mais bon, ça reste toujours le football, c'est un sport de divertissement, donc voilà. Reste à savoir si ils vont essayer d'amener le public pour qu'il y ait plus d'animation, parce que en général, les supporters apportent quelque chose à leurs équipes. Pour Amadou Diop, sa joie serait encore plus grande si le championnat français qu'il accorde beaucoup d'intérêt était encore en lice. Le malheur en est que la France a très tôt donné le championnat au Paris Saint-Germain. Parce qu'en matière de football, pour moi, il n'y aurait pas de loterie. Bien vrai que c'est l'équipe qui a été première en mi-parcours. Mais le fait d'interrompre le championnat, c'est un peu réticent au niveau du cœur, quoi. Les footballeurs en Europe foulent progressivement les pelouses pour terminer les championnats, même si c'est l'Allemagne qui a redémarré en premier le mois dernier. La Liga, la Premier League et le Calcio feront de même en ce mois de juin. Restez chez vous, ce sera super, donc ce sera beaucoup moins ennuyant. Sud International. L'actualité hors de chez nous avec ce raid survenu dans la nuit de mercredi à jeudi en Côte d'Ivoire, dans la même zone que l'opération anti-djihadiste menée conjointement par les armées ivoiriennes et burkinabé en mai. C'est la première attaque djihadiste sur le sol ivoirien depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016 qui avait fait 19 morts selon plusieurs sources sécuritaires ivoiriennes et burkinabé. Une attaque djihadiste contre une base des forces de sécurité ivoiriennes à Cap
Afolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, a fait une dizaine de morts parmi les militaires. Il y a une dizaine de victimes. Selon des sources sécuritaires ivoiriennes, 12 morts, dont 11 militaires et un gendarme, ainsi que 6 blessés et 2 disparus, alors qu'une autre source parle de 9 morts. Le bilan n'est pas encore donc officiel. Il s'agit d'un bilan provisoire. L'attaque s'est produite vers 3 heures du matin, heure locale, dans la même zone que l'opération anti-djihadiste, rappelons-le, menée par les armées ivoiriennes et burkinabées en mai. Et puis au Cameroun, les 3 soldats camerounais ont été inculpés de l'assassinat en février d'une dizaine de civils en zone anglophone. Ils ont été placés sous mandat de détention provisoire à la prison militaire de Yaoundé, déclare le porte-parole de l'armée. Ils ont été inculpés notamment d'assassinat. L'armée avait initialement nié la tuerie et parlé d'un malheureux accident avant que des pressions internationales ne poussent Yaoundé à reconnaître qu'au moins 10 enfants et 3 femmes avaient été tués par des militaires dans un village dans la région du Nord-Ouest. L'ONU avait évoqué la mort de moins 23 civils dans ce drame, rappelle RFI. Et puis Donald Trump en chute dans les sondages à quelques mois de la présidentielle. L'image du président américain a été abîmée par 3 mois de crise sanitaire, politique et sociale. Il espère maintenant profiter de la reprise des meetings politiques pour consolider sa base électorale. Donald Trump attendait cet instant avec impatience. Les meetings politiques vont reprendre le 19 juin dans l'Oklahoma. Sud Midi, l'invité. Mokhtar Ba est notre invité. Mokhtar Ba est le président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Il répond à El-Hadj Malick Ndiaye. Mokhtar Ba, je suis le président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral et surtout le président de Pacte Nouveau Monde. Pacte parce que nous avons introduit et proposé un pacte politique pour sauver le littoral que nous avions proposé aux candidats de la dernière présidentielle et plus tard dans le cadre du dialogue national qui comporte 8 mesures où nous avons cherché l'expression d'une volonté commune plutôt qu'un accord entre appareils politiques pour dire que ce littoral-là est en état d'urgence. Il faut absolument qu'on s'y mette avant que ce soit irréversible. Donc c'est ça l'esprit du pacte. C'est un pacte où on dit on peut ne pas s'entendre sur ceci ou sur cela, pétrole ou autre, mais l'air que nous respirons. Et d'où vient cet air-là? Il faut bien qu'on s'entende. Alors, le chef de l'État a annoncé hier en Conseil des ministres un plan d'aménagement du littoral. Quelle est votre réaction en tant que président de pacte que vous êtes? Ce qui surgit depuis quelques jours ouvre une voie d'espérance. Tout le monde bouge. Les citoyens ont bougé, les politiques même bougent et l'exécutif bouge. Et c'est excellent qu'il y ait une réactivité automatique. Que des ministres aillent visiter le littoral, comme le président l'avait fait lui-même, pour se rendre compte de la situation. Tout le monde a reconnu que nous sommes à un niveau de dépossession publique très avancé et que aujourd'hui on n'est pas loin de l'irréversible. C'est que ce qui reste en termes d'espace sur ce littoral, mais quand on le regarde, on a même froid dans le dos. Probablement 90% c'est construit sur de l'enrichissement sans cause, construit sur tout ce que l'on veut, quoi. L'utilité publique a été absente sur tout cela. Donc que le président, dans le cadre d'un conseil des ministres, en prenne conscience et fait écho à tout ce que nous avons fait et tout ce que nous disons, c'est excellent. Le débat est posé. Donc nous qui avions fait des propositions, 8 mesures que nous avons proposées au gouvernement, nous sommes entendus parce que nous avons parlé de politique nationale d'aménagement. Il fait une proposition d'aménagement, c'est notre 5e mesure. Et évidemment maintenant, le débat, il est posé. On peut proposer telle chose, nous pouvons avoir une proposition complémentaire ou une valeur ajoutée. On peut mettre telle ou telle chose là-dessus. Je crois que c'est un débat incroyable. Aujourd'hui, il faut voir ce littoral-là économiquement, de ce que cela va nous rapporter de rectifier. Des gens se sont enrichis aujourd'hui, c'est leur poche. Les générations futures doivent pouvoir s'enrichir de la rectification. Et c'est pourquoi on a théorisé la destruction créatrice, etc. Il a également demandé une application rigoureuse du code de l'urbanisme. Même la personne qui va en vacances veut aller en bord de mer. C'est le cadeau du ciel que nous avons. Sans avoir à aller en vacances, on y vit. C'est ça que nous avons pris. On a pris un marteau et on a fracassé ça. Donc, le code de l'environnement, c'est ça qui doit encadrer tout cela. Prenez par exemple, des constructions se font sur la corniche, 10 étages, 20 étages, etc. Mais Malick, personne ne s'est posé la question, toute simple, et c'est un problème d'environnement, impact réel, que cette route-là n'est pas calibrée pour avoir autant de personnes. Qu'on commence à avoir des bouchons impossibles sur cette corniche le matin, et que si on laisse ces choses-là se construire, on a tué la corniche, on ne peut pas y aller. C'est-à-dire que quand vous dites, je vais aux Almadies, je vais à Yoff, on va dire c'est 1 heure de temps. Ensuite, c'est
etc., etc. Alors que aujourd'hui, on dit on fait un TR, mais pas seulement un TR, c'était pour déboucher, mais on va prendre les mesures préventives. Mais ça, c'est le code de l'environnement. Il vous dit, vous ne pouvez pas construire quelque chose s'il y a un impact environnemental et que vous n'avez pas levé l'impact. Donc, personne ne se pose ce type de questions. Si vous voyez, par exemple, sur la corniche, tous ceux qui habitent Ngor et Yoff, il y a une école devant eux. Cette école-là, vous fait perdre tous les matins 30 minutes. Et ça va augmenter. Il y a des gosses qui doivent descendre, il faut faire attention. Les gens s'arrêtent pour qu'ils descendent. On traverse, pour ceux qui viennent de l'autre côté, il faut qu'ils traversent. On bloque tout le monde. Et donc ceux qui sont à Yoff, ils attendent au moment là que ça sorte. Autour de 8 heures, vous avez 30 minutes de perdu. Donc vous devez rester chez vous et partir après 8 heures. Et on le voit. Nous l'avons posé comme problème en disant cette école-là, il faut l'enlever de là. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'école faire ses investissements d'agrandissement sur le phare des Mamelles. Mais il y a une ONG saoudienne qui a fait une école, mais on va voir les mêmes problèmes. Et on s'est battu. C'est un patrimoine historique classé, déclaré, affirmé à l'époque par le ministère de la Culture. On bloque un peu, 1 mois, 2 mois, après les gars se remettent à construire, on bloque. Donc, il faut du management, il faut du professionnalisme, il faut de l'intelligence, il faut de l'ingéniosité. C'est ce qui nous reste. Nous n'avons plus presque les moyens. On a perdu le contrôle du foncier littoral. Nous n'avons plus les moyens politiques même de l'enlever, de démolir ou des choses comme ça. Donc c'est l'intelligence qui va le faire. C'est ça qui nous a fait proposer ces problèmes. Destruction créatrice de richesse. Nous avons dit, je vous mets les 3 premières propositions claires. On a dit 1, état d'urgence littoral, prise de décret rapide, entre la route et la mer, utilité publique et intérêt général. Plus rien d'autre. 2, tous les espaces qui ne sont pas encore touchés, on met la main dessus. Il y a un drone là que nous sommes en train de faire tourner pour permettre d'identifier ces espaces. 3, ce qui est qu'on n'a pas encore touché, taxe de privilège littoral, suivant le pollueur-payeur. Tu m'empêches de voir la mer, tu payes. Tu empêches les vents marins de me rafraîchir, tu payes. Voilà l'état d'esprit. Et maintenant, pour ceux qui sont dans l'enrichissement sans cause, vous vous retrouvez avec un terrain, vous faites votre business, vous vendez des appartements. Vous avez votre propre maison, c'est l'enrichissement sans cause. Ce serait même un problème de concussion, puisque c'est inaliénable et imprescriptible. On se retrouve en train d'en jouir personnellement plutôt que d'en avoir une jouissance publique. Eh bien là, c'est la destruction créatrice. Vous avez une maison. Pourquoi cette maison-là, qui n'est que la richesse d'une personne, ne serait pas la richesse de tout le monde, dans le cas, par exemple, d'un restaurant? On remplace cette maison par un restaurant où vous avez du chiffre d'affaires, où vous avez des emplois, où vous avez de la cohésion sociale, de la mixité sociale, tout le monde peut y venir, peut manger, etc. Imaginons que sur 1 kilomètre, vous mettez des choses sportives, culturelles, etc., où tout le monde peut venir, mais on voit bien la richesse qui va en sortir. C'est ça la destruction créatrice. Mokhtar Ba, je vous remercie. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. Le rythme de la propagation ne ralentit pas. 119 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire, essentiellement à Dakar et puis à Kaolack-Touba et Richard Toll. 20 cas graves sont actuellement pris en charge. Pas de travail ce matin au palais de justice de Thiès, un mouvement d'avertissement lancé par le SYDJUST, syndicat des travailleurs de la justice, qui dénonce les lenteurs dans le suivi et des accords déjà signés. Construction, occupation anarchique du littoral, le président Macky Sall annonce un plan d'aménagement durable sans convaincre les acteurs. Les textes et réglementations existent déjà mais ne sont jamais respectés. La dégradation du littoral est alarmante et la mobilisation se généralise pour préserver ce bien commun. Mokhtar Ba, président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, était l'invité de cette édition. Nous avons parlé de cette attaque dans le nord de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Cette nuit, une dizaine de morts et des disparus dans les rangs des forces de défense et de sécurité ivoiriennes, et le bilan est encore provisoire. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hassan Tuna a assuré la mise en onde. Le journal en Wolof à 13h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme.